bonjour à tous et à toutes. On nous avait annoncé une salle pleine, mais je pense que les meilleurs sont là, donc on va s'en satisfaire. Donc on va être deux à parler d'hypnose. Agnès est comme moi anesthésiste, elle travaille à Trousseau, moi je travaille dans le Pas-de-Calais. Et donc moi je vais vous parler de l'hypnose en obstétrique d'une façon générale, parler un petit peu de l'hypnose et ensuite, Agnès nous parlera de l'utilisation de l'hypnose dans les IMG avec un très beau travail qui est fait à la maternité Trousseau. Alors, une petite question comme ça. Qui pratique déjà l'hypnose? Qui est initié à l'hypnose dans la salle? Oui, d'accord. Bien. Alors, moi, ça fait 22 ans que je pratique l'hypnose. Agnès, ça fait pas mal d'années aussi. Un peu moins, oui, je sais plus finalement. Je dirais 7 ans à peu près. Ça commence, oui, ça Ouais. commence à faire. Entre 5 et 7 ans, je sais. Et donc Agnès pratique essentiellement en maternité. Moi, j'ai commencé en maternité. Et puis après, j'ai étendu ma pratique au bloc, à la consultation de la douleur. Et là, je reviens en fin de carrière à la maternité. Alors, il y a trois façons, en schématisant à l'extrême, parce qu'on n'a évidemment pas énormément de temps pour tout vous dire. Il y a trois façons de pratiquer l'hypnose. Il y a la communication thérapeutique, il y a l'hypnose conversationnelle et il y a la transe hypnotique. Alors, la communication thérapeutique, ça doit être quelque chose qui devrait être partagé par tous les soignants, quelle que soit notre catégorie de travail. C'est-à-dire qu'on soit médecin, infirmière, sage-femme, aide-soignante, brancardier, tout ce qu'on veut. Tout le monde devrait avoir une initiation à la communication thérapeutique parce que c'est ce qui va être finalement le plus utile pour le patient dans la plupart des situations. L'hypnose conversationnelle, c'est une façon de discuter, d'aborder les problèmes du patient qui n'est pas habituel, à la fois dans le vocabulaire, dans la façon de gérer la discussion et dans la façon de proposer des solutions. La transe hypnotique, ben ça c'est ce que tout le monde connaît, tout le monde a vu ça à la télévision, c'est la même transe que celle qu'on voit dans le spectacle, sauf que l'intention, bien sûr, n'est pas la même. Entre Mesmer et nous, il n'y a pas une grosse différence. Simplement, l'intention n'est pas la même et donc l'hypnose que nous pratiquons est en principe plus respectueuse. Il y a un problème? Je ne parle pas très fort. Oui, d'accord. Donc la transe hypnotique, c'est pas ce qu'on utilise le plus souvent. Alors, un tout petit rappel historique, mais parce que c'est quand même important. Il y a eu un premier Mesmer, hein, c'est celui qui nous intéresse en hypnose. C'était un Autrichien qui a vécu juste à peu près au moment de la Révolution française, qui, après avoir quitté l'Autriche, est venu en France. Le deuxième personnage que je cite souvent en hypnose, c'est Bernheim. Bernheim, c'était un professeur de médecine interne à Nancy, à la faculté de Nancy au XIXe siècle. Et on lui doit beaucoup, à Bernheim, on lui doit surtout la notion de la suggestion, d'accord, qui est vraiment à la base du travail de l'hypnothérapeute. Et enfin, évidemment, Erickson, psychiatre américain, qui, au XXe siècle, a vraiment remis l'hypnose sur les rails et surtout, on pourrait dire qu'il a médicalisé l'hypnose. Alors, en fait, bien souvent, après une séance d'hypnose, le patient dit « je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais mieux, mais je ne peux pas dire pourquoi ». Et en fait, c'est parce qu'il ne s'agit ni d'un phénomène lié à la volonté, ni d'un phénomène lié à la cognition, c'est-à-dire la capacité de raisonner, de penser, d'analyser, de comprendre. En fait, il semble exister deux modes de perception. Le premier, c'est celui de la logique, celui de la raison, de la maîtrise, du contrôle. Alors, on sait bien que beaucoup de nos patients sont dans la maîtrise, dans le contrôle. Et donc, ce sera une éventuelle source de résistance pour ces patients-là. Le deuxième mode de perception, c'est un état de sensorialité, de flottement, de souplesse dans la perception. Alors, on peut faire un petit test, si vous voulez. Regardez ce qui se passe autour de vous, écoutez ce qui se passe là pendant une petite minute. Voilà, en étant analysant. Hein, vous voyez, vous entendez, vous regardez, vous sentez. Vous voyez vos voisins, vous me voyez, etc., etc. Maintenant, fermez les yeux et ressentez tout ce que vous avez déjà vu. Ressentez bien, voyez si d'autres choses apparaissent.
Vous voyez, donc, le fait de simplement fermer les yeux, de s'intérioriser un petit peu, fait que, par exemple, souvent, on découvre des bruits qu'on n'entendait pas, on a des sensations sur notre propre corps qu'on n'avait pas, on peut percevoir mieux ses pieds, la façon dont on est assis, etc., etc. Et donc, voilà 2 modes de perception différents. Et en fait, l'hypnose, c'est ce qui va nous permettre de passer d'un mode à l'autre. Pourquoi ? Parce que souvent, nos patients, ils sont focalisés sur leurs symptômes, sur leurs douleurs, sur leurs peurs, sur leurs phobies, et ils sont fixés là-dedans. Et le fait de les faire passer dans un mode de sensorialité différent va les mettre en mouvement. Donc on dit aussi que l'hypnose est un état de conscience modifié ou bien amplifié. Alors il y a plein d'autres définitions de l'hypnose. Moi, celle que je préfère, c'est celle de Thierry Melchior, qui était un professeur de psychologie belge et qui disait l'hypnose, c'est autrement. Effectivement, nos patients, ils viennent, ils ont déjà consulté pas mal d'autres confrères, consoeurs, autres spécialistes, etc. Et tout le monde a procédé à peu près de la même façon. Et nous, on ne sera pas meilleurs dans ce domaine-là. Par contre, si on a appris à faire autrement, on peut peut-être enrichir la thérapie du patient. Donc, quel est l'objectif d'une bonne communication ? C'est l'alliance avec le patient, c'est-à-dire ce qui s'installe entre le patient et le thérapeute dans le moment présent d'une relation humaine. Et j'insiste beaucoup sur le moment présent. Le patient, quand il a peur, quand il est anxieux, il n'est pas avec nous, il est dans le futur. Et si on ne le ramène pas ici, on ne pourra pas s'occuper de cette relation, on ne pourra pas avoir une bonne alliance. Mais cette bonne alliance va nécessiter que nous-mêmes, nous soyons vraiment là. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en train de penser déjà à ce qui va se passer après, à ce qu'on a eu juste avant, aux petits conflits, machin, etc. Donc, ça repose surtout sur l'écoute et la qualité de la présence à la fois du patient et du thérapeute. Et n'oubliez pas, toutes les études le montrent, que en fait, les patients se plaignent d'abord et avant tout de ne pas être écoutés. Alors justement, écouter, ça signifie être ouvert, ça signifie être curieux, ça signifie être dans la position de celui qui va apprendre quelque chose de l'autre, et non pas dans la position de celui qui doit répondre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On se sent toujours obligé de répondre. Et alors que non, écouter, ça suffit, souvent. Mais bon, parfois, on a besoin quand même de répondre, évidemment. L'ouverture inconditionnelle à l'autre permet de s'exprimer librement, de laisser apparaître ses idées, ses besoins, ses choix. Ainsi se créent des résonances interpersonnelles. Et c'est ça qui est important. Le patient, il y a une étude je ne sais plus de quel pays, qui montrait que quand un médecin rentrait dans une chambre de patient qui a été opéré, et si on lui disait de laisser parler le patient de sa douleur, ça prenait au maximum 2 minutes. Et si on ne donne pas de consigne au médecin, en fait, il interrompt le patient au bout de 20 secondes. C'est terrible quand même de ne pas laisser parler les gens. Surtout que ce n'est pas une grosse perte de temps, au contraire, c'est un gain de temps. Alors, cette méthode narrative qui crée des relations non hiérarchiques entre soignants et soignés, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que si on écoute bien, si on laisse bien la relation s'installer, cette entre-deux, eh bien, comme le dit le professeur Anne Berquin, qui est un professeur de rééducation, elle dit, en se plaçant à l'écoute de la personne, le médecin, ou bien le soignant, doit se dévoiler d'une certaine manière, être un peu plus qu'un médecin, de telle sorte que le patient puisse être un peu plus qu'un patient. Donc, vous voyez, on revient dans cette relation humaine qui est si fondamentale, qui n'exclut pas qu'on va faire des soins, évidemment. Et donc, après cette étape narrative, vient l'accordage cognitif. En fait, l'accordage cognitif est nécessaire pour savoir qu'est-ce que le patient comprend ou sait de sa maladie, de son symptôme, etc. Donc, tout ça va se faire en utilisant ce qui caractérise le patient, c'est-à-dire son langage, sa culture, sa religion, son statut professionnel, social. Et il est toujours intéressant de se demander qui est la personne qui est en face de nous. Le patient doit définir ses objectifs, bien sûr, de façon précise, et dire comment il a fait jusque maintenant pour tenter de les atteindre. Par exemple, vous avez une dame qui est en salle de travail, elle a mal, elle n'a toujours pas de péridurale, souvent elle crie. Et c'est intéressant, c'est sa solution. Mais ça ne la calme pas assez. Donc qu'est-ce qu'on pourrait déjà lui proposer d'emblée ? C'est de crier plus fort, voire de crier avec elle, jusqu'à ce que le constat soit fait que le cri, finalement, ça ne marche pas tellement.
Et donc, peut-être qu'on pourrait accepter de faire une péridurale à ce moment-là. Vous voyez ? Mais si on arrive d'emblée en disant « mais crier, ça ne sert à rien, madame », etc., eh bien, on va créer de la résistance et la proposition qui viendra après ne sera pas forcément acceptée par la personne. Alors, on peut enchaîner sur d'autres méthodes. Il n'y a pas que la péridurale, évidemment. J'avais noté ici déplacement de la douleur. C'est une technique qu'on verra peut-être tout à l'heure si on a le temps et qui est quand même très intéressante dans ces cas-là. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'utiliser la logique ordinaire, prisonnière des schémas rapides de connaissances, les protocoles, et d'utiliser parfois des stratagèmes de logique non ordinaire sans avoir peur de surprendre et d'être jugé. Et ça, c'est important. On est tous prisonniers des protocoles, on doit les respecter, c'est clair, mais on peut essayer aussi d'en sortir parfois, en tout cas dans la relation humaine. Parce que si on limite la relation thérapeutique à l'application du protocole, eh bien, on va se mettre en difficulté et on va mettre le patient aussi en difficulté. Léonard de Vinci me disait « L'expérience ne trompe jamais, ce sont nos jugements seuls qui nous trompent ». Alors, une autre attitude qui est importante, c'est de se libérer de la pensée causale. Pourquoi ? Et ça, souvent, les patients, alors surtout quand on les voit en douleur chronique, pourquoi j'ai mal encore, pourquoi j'ai encore mal à ma cicatrice, pourquoi ceci, cela. Et en fait, voilà le blocage. On est dans le pourquoi et on n'avance pas. C'est-à-dire que le pourquoi, c'est rester dans le problème. Si on changeait la question, si on la faisait commencer par comment, alors on irait vers la solution. Pourquoi, c'est pourquoi j'ai mal, pourquoi donc je reste dans le problème. Comment je peux faire pour ne plus avoir mal? Comment je peux faire pour améliorer mon confort de vie? Alors on avance déjà vers une solution. On passe alors du savoir abstrait au savoir-faire concret, et donc de l'analyse du pourquoi à l'évaluation d'un mode de fonctionnement que l'on souhaite modifier. Une fois le problème défini, on s'efforce de décrire les changements concrets qui, une fois réalisés, permettront d'affirmer que le problème est résolu. Pour cela, le plus petit changement possible est suffisant et il permet de valoriser le patient. Et ça, c'est important d'avoir cette notion du plus petit changement possible. Par exemple, on est souvent amené à la maternité d'aider les parturientes qui fument à arrêter de fumer. Et alors, il y a deux possibilités. Bien sûr, il y a les patchs, il y a tout ça. Et puis, on peut faire des séances d'hypnose pour faire ça, pour l'arrêt du tabac, c'est intéressant. Mais surtout, c'est essayer de ne pas leur mettre la pression et à dire, voilà, je vous fais votre séance d'hypnose et dès demain, vous ne fumez pas. Non. On verra demain ce qui va se passer. Si vous réduisez, déjà, vous serez contente. Et en fait, c'est ce qui se passe en général. Alors, parfois, on a un arrêt complet, parfois non, mais il y a une diminution. Et il faut valoriser cette diminution. Si la fois suivante, on dit « Ah, bah, vous fumez encore, non, ça ne va pas, etc. » Mais non, ah, vous êtes passé de 15 à 5, c'est bien. Dans les jours qui viennent, certainement, vous arriverez à finir le travail et à passer à 0. Vous voyez, et là, c'est cette valorisation qui est importante, c'est-à-dire on fait confiance à la personne, on ne lui impose pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et donc, plus on va étudier les tentatives de solutions qui ont échoué, plus on va comprendre la persistance du problème, et plus on va pouvoir faire apparaître ce qui va être efficace. Comment trouver des solutions? La communication est un bon point de départ. La communication, vous savez qu'elle suit les règles de l'école de Palo Alto, qui était une école de psychiatrie tout près de San Francisco. Et c'est là que vraiment toutes ces règles ont été établies après la guerre. Alors, souvenez-vous de cette phrase de Bernard Werber, l'écrivain que tout le monde répète, « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas s'entendre. » Et voilà, c'est la tour de Babel. Chacun croit comprendre l'autre, mais en fait, on n'a pas compris, on n'a pas bien écouté, on n'a pas été présent à ce qui a été dit, et l'autre, au moment où nous on parle, n'est pas présent, et voilà. Alors, ça nous amène à la première règle de l'école de Palo Alto. Il est impossible de ne pas communiquer. Voilà. Donc le silence est un mode de communication. Tourner le dos à quelqu'un est un mode de communication, etc. Et donc, comme il n'est pas possible de ne pas communiquer, eh bien, autant apprendre à communiquer. Alors, voilà une diapositive qui est bien connue de tous les coachs, tous les formateurs en communication.
qui nous montre qu'il y a en fait 3 langages. Le langage verbal, qui représentait donc 7%, le langage paraverbal, 38%. Le paraverbal, c'est la voix, l'intonation. Et le langage non verbal, c'est-à-dire le corps, la façon d'être habillé, de se présenter, etc., c'est 55%. En fait, on a vécu pendant des dizaines d'années avec cette statistique. Et en fait, même l'auteur de l'étude, Marabian, reconnaît que cette étude est fausse. Elle a été faite en 1966. Elle ne portait que sur 10 personnes, qui étaient 10 femmes, et la communication ne portait que sur un seul mot. Et donc, pendant des années, on a formé les gens à la communication thérapeutique en utilisant ces statistiques-là. Alors, maintenant, on sait que c'est faux, mais l'intérêt quand même de cette étude, c'est qu'elle a fait apparaître l'importance du langage paraverbal et du langage surtout non-verbal. Le langage non-verbal, c'est le regard, c'est l'attitude, les gestes, la proxémie, c'est-à-dire la distance qu'on va mettre entre la personne et nous, et c'est la façon de toucher. Et il y a aussi une autre notion qui est importante, c'est que les données sont recueillies par nos sens. Alors classiquement, on disait qu'on avait 5 sens, hein, bien sûr, et vous savez que maintenant, on dit qu'on a 6 sens, le 6e sens étant la proprioception, c'est-à-dire la perception globale qu'on peut avoir de son corps, et elle-même se divise en interoception, la perception qu'on a de l'intérieur du corps, et l'extéroception, c'est-à-dire la perception qu'on a de l'extérieur. Et une des particularités de l'état hypnotique, c'est que le patient interprète de façon littérale aussi nos propos et qu'il ne reçoit pas la forme négative. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un qui a peur, n'ayez pas peur, comme il est déjà dans une forme d'hypnose négative, et en fait, c'est comme si on lui disait d'avoir peur. Alors quand on est à l'état normal de conscience critique, on accepte la négation, évidemment, mais quand on est en état d'hypnose, elle n'est pas perçue par le cerveau. Donc ça, il faut faire très attention à ce qu'on va dire aux gens à ce moment-là. Le patient, lorsqu'il est dans une situation qui le sort de ses repères, il entre spontanément dans une auto-hypnose négative, il se focalise sur ce qui le préoccupe, et son mode de communication va changer. Donc comme son mode de communication a changé, on ne peut pas aborder ce patient de la même façon qu'on pourrait l'aborder dans des conditions différentes. Donc il faut le rejoindre là où il est dans un premier temps, en validant sa peur, sa crainte et sa plainte. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on accepte de façon inconditionnelle, hein, c'est les phrases de Carl Roger qui a beaucoup écrit sur l'empathie, on accepte de façon inconditionnelle ce que nous dit le patient. Le patient dit qu'il a mal, il a mal. On n'a pas à porter de jugement sur ceci ou cela. Et c'est quand même important parce que ça va renforcer l'alliance, justement, de bien écouter, de valider ce que dit le patient. Ça ne veut pas dire qu'on va faire déployer des grands moyens, etc., etc. Mais on va déjà, par ce début de bonne communication et d'alliance, on va pouvoir transformer beaucoup de choses. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut ramener le patient dans le présent, car il n'est pas là. Le stress, l'angoisse le projette dans un futur très incertain. Et vous savez qu'il y a en fait 3 façons de revenir très vite dans le présent. Bien sûr, la respiration. Hein, on ne respire qu'au présent. Donc, si on se concentre sur sa respiration, on revient dans le présent. Il y a l'humour. Alors, l'humour, ça, c'est aussi quelque chose qui ne se fait qu'au présent. Si je vous raconte une bonne blague et que vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas me dire « je rirai ce soir quand je serai détendu sur mon canapé ». Soit ma blague est bonne et vous riez tout de suite, soit elle n'est pas bonne et vous rirez jamais. D'accord ? Donc, l'humour, et donc jouer aussi avec les malades et les patientes, ça peut être quelque chose d'intéressant, évidemment, en étant très respectueux. Et en plus, l'intérêt de l'humour, c'est que ça va dédramatiser la situation et ça va enlever des barrières relationnelles entre le patient et le soignant. Et enfin, le 3e moyen, c'est l'imagination, afin de créer un présent virtuel qui va se substituer au réel. Par exemple, on va demander à la personne, mais imaginons, on installe une dame pour une césarienne, elle est sur la table d'opération, elle parle de son stress, on voit bien qu'elle est stressée, etc. Un moyen très simple de l'aider, ça pourrait lui dire, ben voilà, Madame Dupont, il est 8h45, on est mardi matin, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous feriez à cette heure-là ? Et donc, Madame Dupont va se transporter ailleurs. Et c'est un moyen tout simple, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps, et ça peut être fait, on n'a pas besoin d'un DU d'hypnose pour faire ça.
voyez. Mais ça, c'est vraiment des choses qui sont simples et qui vont utiliser l'imaginaire. Et vous savez que l'imaginaire, c'est la base de l'hypnose. Et enfin, n'oubliez pas que les patients ont des problématiques corporelles. Donc c'est à travers le corps que s'exprime le problème, la douleur, la tachycardie pour le stress, la boule d'angoisse, etc. Et c'est donc à travers lui que devra passer la solution. Et l'hypnose est une thérapie corporelle. Ça, on ne le dira jamais assez. Le symptôme est à prendre en considération tel que le patient le présente. Par exemple, les gens qui sont angoissés, ils ont une boule d'angoisse. Les gens qui ont une douleur vive, si vous prenez une GEU rompue, on va des fois nous dire que c'est comme un coup de couteau. Les migraines, c'est souvent la tête dans un étau, etc. Et alors, parfois, parce que les patients ont déjà eu des prises en charge, etc., et ça n'a pas été, eh bien, parfois, il est intéressant de travailler sur la représentation de la douleur. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur l'angoisse, on va travailler sur la représentation de l'angoisse, c'est-à-dire la boule. Et on va utiliser cette boule, et on va demander au patient de la décrire, par exemple, sa taille, sa couleur, sa consistance, sa localisation, etc. Et quand on aura plusieurs descriptions de cette boule, on va demander au patient s'il veut bien la transformer, cette boule. Est-ce qu'il peut imaginer qu'elle pourrait être plus petite? Est-ce que le changement de couleur de cette boule pourrait la rendre plus confortable, etc., etc. Et donc, vous voyez, on va travailler que sur la représentation jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui permette au patient d'aller mieux. Et une autre façon de faire aussi, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'objectivation. Et évidemment, on peut aussi, en hypnose, c'est très fréquent, mais c'est normal puisqu'on utilise beaucoup l'imaginaire, c'est d'utiliser des métaphores. So, I'm going to show you how we do. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Balloon exercise. Alors, regardez. This was something that I got from a fantastic workshop called Stomp Out Boring Childbirth Classes. If you ever have a chance to attend that workshop, it's fantastic. So first part is we need to get the ping pong ball in the balloon, and if you just put it in, if you just try and open it a little bit and put the ball in, it's going to get stuck. And as I always said in class, stuck is a word we don't like to have associated with childbirth. So what you have to do is get your fingers all the way to the very bottom of the balloon and crank it way open, and then poke the ball in, and then you have that. And I would usually have the class do that. Stuff their own balloon. It was always fun, and we'd have a good joke about it. And so then we've got that ping pong ball in there, and we're going to inflate it about halfway. About like that. And then you can let that ping pong ball settle into the neck of the balloon. Sometimes giving the neck a little tug really helps. And then you can let go of it, and it'll stay inflated. And I show people how if you just squeeze the side of the balloon like this, not much is happening to the neck of the balloon here, and it's not opening very much. These are the Braxton Hicks contractions that are just practice contractions that are more and more common towards the end of pregnancy, but they don't do all that much to what's happening to the cervix. So real contractions happen at the top of the uterus. That's where the power of contractions happens. It's the muscle fibers at the top here getting shorter and thicker, which squeeze the top and then pull up on the side of the uterus here. And just like with real contractions, I have everybody just squeeze and then let go, and then just squeeze and let go. You just have to do a little bit at a time. And you can see how we're getting that effacement or thinning of the cervix down here. And not much dilation is happening while we're still working on shortening the cervix here. And this is a lot of the work that's going on in early labor. It's mostly about that shortening and less about the dilation. So once we get to much more effaced, much more thin, then we're going to start dilating the cervix there. And a lot of people get kind of nervous at this point. It's like, oh no, I don't want to push. So we always have a bit of a joke. It's just like actual labor, where you'd be like, it's okay, just breathe, do it gently. You're stretching beautifully, and then just give it one more push, and the baby will be here. There you go. And it's.
Alors vous voyez, c'est ça une réification, c'est-à-dire on utilise la représentation du problème pour présenter le problème. Et la dame qui sera en salle d'accouchement, quand elle sera examinée, qu'on lui dira le col s'efface ou bien ça se dilate, elle aura, si elle a vu le film, elle aura une idée très précise de ce qui se passe et elle comprendra mieux la situation. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment issues de la communication. Alors, je vous passe sur les écrits d'Erikson parce que c'est vraiment pour les gens qui font... Voilà. Alors, en fait, il y a deux niveaux de préparation. Il y a un niveau cognitif, donc on l'a vu tout à l'heure, quelle connaissance de la grossesse, de l'accouchement, de la prise en charge du nouveau-né a cette parturiente, quel est son niveau de préparation physique. Mais il y a aussi le niveau psychologique et comportemental. Tout ce qui fera diminuer le stress est intéressant à connaître. Tout ce qui permettra de lever les anticipations limitatives, les craintes, les incertitudes, ça va nous apporter des choses positives. Tout ce qui permettra de créer un environnement sécurisant. Alors, ça, on va le passer. Voilà, donc, comment on va utiliser l'hypnose dans le suivi de la grossesse? En fait, on va l'utiliser lors des consultations, on va l'utiliser lors de la pose de péridurale, lors de l'accouchement, lors de la césarienne réglée ou en urgence, lors de l'utilisation du forceps, lors d'un cerclage du col, lors d'une délivrance artificielle, lors des IMG, donc ça, ce sera la présentation d'Agnès, lors de la période post-accouchement et lors de la PMA. Alors, dans les consultations, on va aller vite là-dessus, sage-femme et obstétricien, évidemment connaître l'histoire médicale de la parturiente, de la patiente, ses aléas, débriefer tout ce qui n'a pas pu l'être pour la patiente et pour ses proches si c'est nécessaire. Informer simplement sur le déroulement des actes médicaux, repérer les patientes qui ne pourront pas avoir de péridurale et leur proposer à ce moment-là une préparation grâce à l'hypnose, évaluer le niveau de stress et de préparation, et puis, lors de certains examens, lors d'une amyosynthèse aussi, une courte dissociation hypnotique peut être très utile et faciliter la manœuvre à la fois du côté du thérapeute, mais aussi du côté de la patiente. Surtout quand on a affaire à des gestes qui vont se répéter. Il faut mieux que ça se passe bien dès la première fois. Lors de la consultation d'anesthésie, c'est pareil. Connaître l'histoire médicale de la patiente, débriefer ce qui ne l'a pas été. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je vous donne ce cas clinique numéro 3, parce que c'est une histoire, moi, qui m'a beaucoup marqué. Une dame qui vient à la consultation du 9e mois pour la péridurale, et elle a accouché une première fois 10 ans auparavant, et elle m'a dit, vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à me décider à faire un deuxième enfant, tellement mon premier accouchement était compliqué. Alors, il y a eu, pour faire simple, court, une grosse hémorragie de la délivrance. Et la sage-femme appelle l'interne, qui appelle son chef, qui appelle le patron. On ne sait pas si on ne va pas faire une hystérectomie d'hémostase. La situation est vraiment très compliquée. Et elle dit, à un moment, on a posé sur mon ventre un bébé mort enroulé dans un champ opératoire. Et donc, vous imaginez la situation, c'est terrible. Et puis l'hémorragie finalement est contrôlée, et puis on lui ramène un bébé vivant. Et dans la tête de cette dame, c'est pas son bébé. Le sien, c'est celui qui est mort en premier et qu'on a enlevé après. Et donc, c'est terrible parce qu'elle ne s'est pas approprié ce bébé. Elle l'a élevé pendant 10 ans, mais toujours persuadée que c'est pas son bébé. Et lorsque elle me raconte cette histoire, je lui dis mais non, mais vous vous trompez. Ce qu'on a mis, c'est un sac de sable entouré dans un champ, et on l'a posé sur votre utérus pour essayer d'appuyer et de calmer l'hémorragie. Et là, je vous assure, instantanément, cette dame s'est réappropriée. Donc c'est mon bébé. Et elle s'est réappropriée son bébé après 10 ans. Et les troubles de la parentalité sont des choses qu'on rencontre beaucoup et de plus en plus, compte tenu des conditions d'accouchement et compte tenu aussi des différents parcours de PMA. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez que ce sont des choses qui existent et il ne faut pas hésiter à les prendre en charge.
Recueillir les craintes, les angoisses, bien sûr, ça on l'a vu. Alors parmi ces craintes, ces angoisses, bien sûr, la phobie des aiguilles, bien sûr, la phobie des piqûres. Alors vous savez que c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà. Alors l'hypnose nous permet de prendre tout ça en charge et nous permet, soit d'une façon purement conversationnelle, soit en faisant des séances adaptées à la phobie des aiguilles, comme on peut avoir des séances adaptées à la phobie des pigeons, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment important. Toujours informé simplement sur le déroulement des actes médicaux. Et puis parfois, quand on se rend compte qu'il y a vraiment trop de stress, eh bien, on ne dit rien. Moi, c'était une dame qui était la femme d'un psychologue qui était vraiment très stressée à sa première naissance. Et donc, son mari me l'avait adressé. Et devant cette dame qui était vraiment paniquée pour tout, je lui ai dit, écoutez, je ne vais rien vous dire. Et par contre, je m'engage à être là le jour de votre accouchement, quel que soit le jour et l'heure. Voilà. Et puis, on fera tout au fur et à mesure. Et quand elle est arrivée, effectivement, alors heureusement, elle a eu la bonne idée de venir dans la journée. Et puis, on a fait toutes les étapes, les unes après les autres, sans s'occuper de l'étape suivante. Donc, l'étape de la péri, après ça, l'étape du travail, après l'étape de l'expulsion. Voilà. Et puis, tout s'est bien passé parce que, justement, elle n'était pas surchargée de tas de réponses, qui auraient pu entraîner des tas de questions. Et pour la petite histoire, elle a accouché 3 fois et à chaque fois, il a fallu refaire la même chose. Donc, vous voyez que c'est pas toujours simple. Alors, quand on va poser une péridurale, bien, la personne, elle est déjà en transe négative. Hein. Voilà. À ce stade, l'hypnose va nous permettre une pose de péridurale beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour la patiente et pour l'anesthésiste. Mais dans le cas de la péridurale, il y a 2 problèmes qui sont rencontrés. Premièrement, l'opérateur est dans le dos de la personne et n'a donc pas accès à une autre communication que la communication verbale. Deuxièmement, souvent, c'est lui qui gère l'hypnose et le geste technique. Donc, ça se complique un petit peu. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de faire attention aux mots qu'on va utiliser. Lorsqu'on va décider, lorsqu'on s'intéresse à la communication thérapeutique, évidemment, on change son vocabulaire. Lorsqu'on va badigeonner, ça ne va pas être froid, ça va être frais. Lorsqu'on ne va pas piquer, on va poser une perfusion. Vous voyez, piquer, c'est vraiment comme ça. Poser, c'est comme ça. C'est quand même plus doux. Déjà, vous voyez, ça modifie même le geste, en fait, d'utiliser un autre mot. Alors, dans la péridurale, bien sûr, c'est le fameux « ne bougez surtout pas ». Hein, ça, c'est combien de personnes sont terrorisées par ça. Ça va faire mal, évidemment. C'est des choses qui... Non. On a expliqué le geste, et puis on va faire le geste, et puis on va communiquer de telle sorte qu'on puisse rendre cette péridurale tolérable. Alors, on va voir des exemples. Alors, vous savez qu'au lieu de ne pas bouger, on peut utiliser le mouvement contrôlé. Hein, c'est notre collègue anesthésiste Véronique Wettblatt qui a trouvé cette idée. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de bouger d'avant en arrière, tout simplement. De se balancer, et puis on va se balancer évidemment avec notre aiguille pour être synchrone de cette dame. Mais en tout cas, comme elle a le droit de bouger, eh bien en fait, elle ne bouge pas, ou elle bouge très peu, ou en tout cas, elle ne va pas bouger de façon désordonnée. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. L'utilisation de l'humour, c'est vraiment, encore une fois, là, sur la péridurale, pour moi, c'est une occasion d'être au théâtre. Alors, si la personne est raide, je vais m'intéresser à ce qu'elle a comme assouplissant pour sa lessive. Et puis, une fois que je sais ce qu'elle met, je vais demander à la sage-femme d'injecter un peu d'assouplissant dans la perfusion. On peut jouer à qui veut gagner des millions, hein, et là, on fait appel à un ami. Alors, un ami, c'est la personne ressource, c'est-à-dire quelle est la personne qui pourrait vous aider là maintenant et qui vous réconforterait, qui vous tiendrait bien la main, etc. Alors, c'est la grand-mère, c'est le mari, c'est le cousin, je ne sais pas qui. Et donc, on fait venir la personne. Vous voyez, l'imagination, c'est ça. La personne est là et c'est elle qui fait le travail à ma place. C'est elle qui va rassurer. Comment elle ferait pour vous rassurer? Alors, vous voyez, on a ce genre de dialogue. Alors, le secret médical, c'est tout simple. Hein. Je papote avec la sage-femme ou avec mon IAD. Et puis, au bout d'un certain temps, je dis à la dame, attention, vous êtes aussi soumise au secret médical. Vous ne devez pas écouter ce qu'on dit. Bon, vous pensez bien qu'elle va écouter et que ça va être compliqué pour elle, et donc elle se dissocie de la situation. Mais on peut avoir des situations qui sont encore plus drôles que celle-là.
Je me souviens, je renonce rarement à poser une péridurale, mais une fois, une patiente qui était très apeurée, qui tremblait, qui transpirait, enfin vraiment. Alors j'avais tout préparé, j'étais derrière, j'étais prêt à poser ma péridurale, et là je me suis dit non, c'est pas le moment, elle a trop peur, elle est trop... Alors je dis à la dame, écoutez, on va renoncer, parce que là vraiment je sens pas la pause, et tout à l'heure, quand ça ira mieux pour vous, quand vous serez bien plus apaisé, etc., je reviendrai, et puis on posera la péridurale dans des conditions plus tranquilles. À ce moment-là, évidemment, je me souviens d'avoir vu dans le dossier qu'elle était coiffeuse. Donc, il faut imaginer, j'ai une blouse, un chapeau, etc. Et je passe devant elle et je lui dis, mais est-ce que si vous me faites une coupe gratis, si je réussis à poser votre péri, vous me faites une coupe gratis? Alors, un peu surprise, elle me dit oui. Donc, je repasse derrière, je rebadigeonne, et puis on commence à parler de ça. Et en particulier, je lui dis, mais vous êtes propriétaire du salon ou vous êtes employé? Ben non, je suis employé. Alors donc, il va falloir que je vous paye, mais vous me rembourserez discrètement, etc. Donc, vous voyez, on se met dans la situation d'être dans un salon de coiffure dans lequel elle est à l'aise, puisque c'est là qu'elle travaille. Et la péridurale va se poser comme ça, tranquillement. Et à la fin, évidemment, je vais repasser devant, je vais enlever mon chapeau, je vais dire que c'est moi qui lui fais gratis. Et voyez, on s'amuse. Si on prend les choses toujours au sérieux, si on prend c'est compliqué pour les gens. D'accord, c'est sérieux une péridurale, mais rien n'empêche qu'on pourrait quand même s'amuser un petit peu autour. Et on peut faire ça avec beaucoup de choses. Alors, l'utilisation de la confusion, bien sûr, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. On peut dissocier corporellement une patiente. Ça, j'ai fait une fois un accouchement comme ça, en coupant la dame en deux. En coupant la dame au niveau du nombril. J'ai mis ma main comme ça et j'ai dit, voilà, tout ce qui est en dessous du nombril, c'est la sage-femme qui gère. Tout ce qui est au-dessus, c'est vous et moi. Et vous voyez, on s'est dissociés. Et on arrive à accoucher dans ces conditions-là, et de façon très confortable. Et, pour vous dire, cette dame, donc la partie supérieure de la dame est allée faire du ski. Et on faisait des descentes, vous voyez, donc tout est possible. Mais pour les gens adhèrent à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tel besoin de lutter contre la douleur, contre leur peur, contre leur angoisse, que si ils sentent votre présence, votre bienveillance, et que vous les aidez à être ailleurs, ils vont jamais vous refuser quelque chose. Alors, il y a aussi, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut dire à la dame, voilà, on est tel jour, il est telle heure, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous feriez? Mais on peut aussi dire, voilà, on est tel jour, il est telle heure. Si vous n'aviez pas cette peur ou cette douleur, à quoi aimeriez-vous penser? Vous voyez, encore une fois, c'est une dissociation et on va utiliser à la fois l'imaginaire et éventuellement les métaphores. Tout ça, on va passer. Alors, voilà des façons de faire aussi qui sont intéressantes. Le badigeon magique. On peut transformer le badigeon en quelque chose de magique. Donc, dans un premier temps, il est antiseptique, mais on pourrait dire qu'on va repasser une deuxième couche avec un produit qui enlève un petit peu les peurs et les angoisses. On peut rajouter une troisième couche, etc., pour faire sentir que ça y est, on a mis plusieurs couches, c'est bien épais et c'est très protecteur. Les bulles de plaisir, les bulles de douleur, tout ça, c'est vraiment des choses qui s'apprennent dans les exercices d'hypnose. La personne ressource, on l'a vu tout à l'heure, faire venir quelqu'un qui d'habitude réconforte la parturiente. Alors, à l'étape de l'accouchement, il y a deux cas de figure, bien sûr. Ou bien il y a eu une péri, ou bien il n'y en a pas. S'il y a eu une pause de péridurale, l'hypnose va aider à installer la détente, le confort, à gérer le trop-plein de stress, à gérer les imprévus. Si, par exemple, il y a un forceps, s'il y a une épisio, s'il y a une délivrance artificielle. Et c'est une aide qui est vraiment très précieuse, à la fois pour la parturiente, mais aussi parfois pour l'opérateur. Je me souviens d'une délivrance artificielle avec une hémorragie de la délivrance chez une dame qui avait une péridurale. Il était 18h30 et quand la gynéco m'appelle, j'avais posé la péri. Et ma première question à la dame, c'était « Est-ce que vous avez mal ?» Elle me dit non. Et en fait,
la gynéco essayait de la rassurer. Non, non, madame, tout va bien. Appelez-moi un ibode. Vous voyez, elle essayait de parler gentiment à la dame, et en même temps, elle râlait pour avoir une meilleure lumière, des aides opératoires supplémentaires, etc. Dans ces cas-là, elle ne faisait qu'aggraver la situation. Donc l'idée, c'est d'être là et de proposer à la dame d'être ailleurs. Voilà, donc on a fait, ce jour-là, je m'en souviens encore, je lui avais demandé ce qu'elle aurait fait à manger si elle était chez elle. Elle m'a dit des spaghettis bolognaises et on a fait une sauce bolognaise ensemble. Et c'était vraiment passionnant pour savoir, ah oui, mais vous mettez pas ça, si, mais moi je mets ça, oui, mais vous mettez ça, moi non, etc. Et donc chacun a appris la recette de l'autre. Et la gynéco à la fin me dit, heureusement que tu t'en es occupé parce que moi ça m'a détendu. Et donc, elle a pu voir qu'il y avait une plaie vaginale qu'elle n'avait pas vue avant, etc. Parce qu'elle essayait de gérer deux situations en même temps. Vous voyez ? Alors, lors de l'accouchement, il y a des tas de techniques qu'on peut utiliser, qui s'apprennent lorsqu'on fait des formations en hypnose. Il y a une chose qui est intéressante, c'est de faire des choses qui servent à rien. Mais ça permet à la personne de se concentrer dessus. Il y a une autre chose qui est intéressante qu'on n'apprend pas souvent, c'est de dilater les périodes entre les contractions. C'est-à-dire, des fois, je leur dis « Ah, enfin une contraction, on va être bientôt dans le calme. » Mais c'est paradoxal. Mais en fait, donc on va attendre la période de calme. On peut faire des micro-siestes, etc., etc., tout ça, évidemment, ce sont des choses qui s'apprennent lorsque... Alors, il y a une chose toute simple aussi, c'est de faire des mandalas, tout simplement. Donner des mandalas, des crayons de couleur à la dame. Et puis, souvent, le mari s'en sert aussi, il participe, etc. Et puis, voilà, ça se détend. Et puis, on attend l'évolution de l'accouchement. Alors, dans la césarienne programmée, évidemment, l'arrivée au bloc, c'est déjà une transe hypnotique, mais malheureusement, souvent, c'est une transe négative. L'environnement technique, la température, la présence de nombreuses personnes, tout ça doit être expliqué au présent, ici et maintenant. Souvent, la patiente n'est pas connue de l'anesthésiste qui va pratiquer soit une rachianesthésie, soit plus rarement une anesthésie générale. L'équipe doit être respectueuse, attentive, respecter le silence. Le savoir-faire dans ce contexte n'est pas spécifique. Comme dans un accouchement voix basse, il ne faut pas oublier de réassocier la patiente juste avant la sortie du nouveau-né pour qu'elle soit vraiment là avec son bébé. Évidemment, on ne va pas la laisser dans la situation qui avait été envisagée au début de la séance d'hypnose. Dans la césarienne en urgence, on est dans une toute autre situation. Bien sûr que là, la patiente perçoit l'inquiétude de l'équipe. Selon son degré d'urgence, elle va avoir une agitation autour d'elle, plus ou moins importante. Elle est souvent brutalement séparée de son conjoint. Elle est précipitée dans un autre lieu. Elle entend parler de l'arrivée d'un pédiatre réanimateur, etc., etc. Et vous pensez bien qu'il est urgent de s'occuper de cette dame. Alors, réaliser une transe en s'orientant vers un lieu de sécurité, faisant appel à une personne ressource, tout ça c'est possible, mais c'est quand même difficile à faire dans ce contexte-là. Demander à la personne de s'imaginer sur une plage aux Caraïbes, c'est totalement infaisable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de lui expliquer ce qui se passe, c'est-à-dire de dire à cette dame, voilà, il y a de l'agitation autour de vous, il y a beaucoup de personnes, mais chacun a son rôle, et chacun est à sa place. Et tout ça est fait pour votre sécurité, pour la sécurité de votre bébé. On peut prendre comme image assez souvent. Alors, si c'était les hommes qui accouchaient, ce serait beaucoup plus facile à comprendre, mais c'est simplement l'arrêt au stand dans une course de Formule 1. La voiture s'arrête en 3 secondes, on a changé les pneus, on a fait le plein, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis autour de la voiture et le pilote, après, il repart à 350 km/h et parce qu'il a confiance dans cette équipe de professionnels. Donc, vous voyez, on peut utiliser ce genre de métaphore pour aider la personne à gérer son stress. Alors, rien de spécifique dans les façons de faire pour le forceps, la délivrance et l'épisiotomie. Pour le cerclage, par contre, là, on est dans une autre catégorie. On est dans ce qu'on appelle l'hypnosédation, c'est-à-dire qu'en fait, on va quand même injecter des produits d'anesthésie, mais on va en injecter très peu
parce qu'il faut quand même qu'on puisse garder le contact avec cette patiente. En général, c'est un peu comme quand on fait de la chirurgie sous hypnose, des thyroïdes et tout ça, c'est à peu près 1/30 des doses qu'on utiliserait sur une anesthésie générale. Alors ça, on n'en parle pas puisque c'est Agnès qui va nous en parler. Alors, ce qui est intéressant en hypnose, c'est aussi d'apprendre à nos patients à se mettre en auto-hypnose, parce que pour des choses qui vont être répétitives, comme par exemple les contractions, etc., c'est intéressant de savoir gérer ça tout seul, parce que évidemment, on n'a pas toujours la possibilité de rester des heures à côté de la parturiente. Donc, on va lui apprendre plusieurs façons de faire, elle va s'en servir, et on va lui apprendre l'auto-hypnose qui peut aider aussi dans le postpartum à gérer les contractions de rétraction utérine. Ça peut aussi aider l'auto-hypnose au problème de l'allaitement, dans certains cas. Et l'hypnose et l'auto-hypnose sont précieuses en cas de baby blues, en cas de dépression du post-accouchement, bien sûr. Et puis, c'est aussi la même chose, c'est très utile dans les problèmes de la sexualité secondaire qui sont plus ou moins précoces en post-partum. Alors, je voulais vous donner un petit truc, par exemple, qui est, comme on disait tout à l'heure, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que vous seriez-vous, etc. Une autre chose qui est intéressante, quand la douleur est vraiment très importante et qu'on n'arrive pas à la gérer tout de suite, une chose qui est simple, c'est de vous donner 2 doigts de votre main à la dame et vous lui demandez de les serrer. Et vous lui dites, voilà, après tout, le spécialiste de la douleur, c'est moi, c'est pas vous. Donc, donnez-moi votre douleur, je vais la gérer. C'est comme si j'étais une prise de terre, vous voyez. Alors ça, c'est intéressant dans un premier temps, évidemment, on ne va pas rester à côté. Et surtout, donner que 2 doigts et pas 3, parce que si vous en donnez 3, eh bien, celui du milieu, c'est comme le casse-noisette. Hein, il risque d'être douloureux après. Alors, dans le cadre de la PMA aussi, on peut utiliser l'hypnose, on va finir par ça. Parce que, comme vous le savez, dans le cadre de la PMA, il faut un peu diminuer la pression. C'est un parcours qui est compliqué, qui est long, qui impose des contraintes et qui crée une pression qui est quand même importante. Et cette pression, elle peut être justement négative. Et donc l'hypnose, parce que ça nous permet de faire des projections dans le futur, ça peut être aussi quelque chose de valorisant. Le travail métaphorique à ce moment-là est très important. Et ça peut aider aussi à la réalisation d'actes techniques, surtout tout au long du parcours de la PMA, en particulier les ponctions d'ovocytes et les réimplantations. Et même lors de certaines échographies qui sont parfois très longues, qui sont parfois très anxiogènes. Il y a une étude française en 2013 qui comparait lors des transferts d'embryons la prescription de Valium et l'hypnose. En fait, il n'y a pas vraiment de différence dans les deux utilisations. Mais par contre, il y a un net avantage à l'hypnose vis-à-vis du vécu du geste. Hein. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est encore une fois des chemins qui sont compliqués, qui sont longs. Et si chaque étape peut bien se passer, ça va aider pour la suite. Le transfert d'embryon, c'est une source de promesses, mais c'est aussi une source de stress et parfois de douleur. Il s'effectue grâce à un protocole qui est strict. Par sa présence, la sage-femme écoute, guide et sert très souvent de personne de référence pour cette patiente. L'intérêt de l'hypnose, c'est d'aider à juguler les émotions, la culpabilité de ne pas avoir réussi jusqu'à maintenant, retrouver la confiance en son corps, éventuellement dans le parcours de PMA, l'arrêt du tabac est quelque chose qui est intéressant, aider à modifier aussi certains troubles du comportement alimentaire. Et ça, l'hypnose est vraiment un domaine dans lequel on peut avoir aussi des résultats intéressants. Apporter du confort et de la sécurité lors de la stimulation hormonale, lors des ponctions d'ovocytes aussi. Alors, on peut faire des choses simples, là encore. Hein. Je vous balaye quelques techniques qui sont intéressantes. La feuille blanche. Alors, c'est un anesthésiste, Marc Galli, qui nous a inventé ça. C'est-à-dire, vous avez imaginé que la dame est installée sur la table pour le transfert d'embryon, et on lui donne dans une de ses mains une feuille blanche, une vraie feuille blanche, du papier. On lui demande de la regarder et on lui dit maintenant voilà, vous imaginez tout ce que vous voulez sur cette feuille blanche. Vous pouvez imaginer un dessin, un film, de personnages, voilà, tout ce que vous voulez. Et alors, il y a d'abord une catalepsie parce que la dame tient. Donc cette catalepsie, ce bras, il va tenir même une demi-heure debout comme ça, sans problème.
Et il va y avoir une focalisation sur la feuille blanche. Eh bien, voilà déjà 2 façons d'entrer en hypnose qui sont vraiment très utiles et qui peuvent durer un certain temps. Et régulièrement, on peut se renseigner pour savoir. On peut même suggérer à la personne si la feuille est trop remplie, vous pouvez la retourner, je peux vous en donner une autre, etc. Et c'est curieux parce que on se dit, mais c'est fou de dire des choses pareilles. Eh bien, ça marche quand même parce que les gens sont vraiment dissociés. Une autre façon de faire, c'est bien sûr le fameux ne rien faire de Gaston Brosseau, qui est un Canadien, lui. C'est-à-dire, on invite les gens à ne rien faire. Même pas nous écouter. Donc vous voyez, c'est quelque chose de terrible. Et c'est fou comme ça fait du bien de ne rien faire. Parce que la plupart d'entre nous, et beaucoup de nos patients aussi, ne savent pas ne rien faire. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien? Alors on dit, j'écoute de la musique. Non, je lis, je regarde la télé. Oui, non. Ne rien faire, c'est ne rien faire. C'est-à-dire, je suis là, je ferme les yeux, je respire et j'attends. Voilà. Alors ça prend un certain temps avant d'être efficace, mais c'est redoutablement efficace de faire ça. En particulier quand on a des douleurs. Pourquoi? Parce que ça permet de se rendre compte qu'une douleur, ça bouge, ça évolue. C'est jamais constant, une douleur. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi d'aider les gens à faire ça. Et après, bien sûr, on peut utiliser l'imaginaire pour faire ça. Voilà, je vais passer la parole à Agnès. On n'a malheureusement pas assez de temps pour parler du reste. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra ensemble tout à l'heure. D'accord? Donc moi, je n'ai pas mis ma présentation sur le... Je crois pas qu'elle soit là. Non, je l'ai pas remise. Mais par contre, elle est sur la clé. Je peux peut-être la... Comment? En fait, je l'ai pas déposée, mais elle est sur la clé que j'ai insérée. Est-ce que j'y ai accès? Normalement, on m'a dit qu'on ne pouvait insérer aucune clé. Ah. Donc, et c'est pas celle-ci. Ah non, je suis sûre que non, parce que je ne les ai pas déposées. Je suis arrivée directement. Parce qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre avec la clé, parce qu'il faut déposer avant pour l'enregistrer. Zut. Est-ce que vous voulez que j'aille au bureau pour voir ce qu'on peut faire? Si vous voulez, ce sera facile à trouver. C'est peut-être voir PSF 2022. Et il y a très peu de fichiers sur cette petite clé. Oui. Et donc, il s'intitule, c'est un fichier PowerPoint PSF 2022. Voilà. Soit on commence par des questions, soit je commence a cappella. Comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à Henri le temps qu'on charge le fichier? Le micro est là, si vous voulez, je vous l'apporte, non? Dès que les diapos seront chargés, moi je vais partager avec vous l'expérience du service de Trousseau. Oui. Quelle question aimeriez-vous me poser si vous étiez vraiment là? Et ben voilà. Il y a au moins quelqu'un qui est là, c'est bien. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question, du coup, le fait de dissocier la dame, de couper le bas du corps, est-ce que, du coup, après l'accouchement, ça n'a pas des conséquences psychologiques et dans le lien? Alors, on la réassocie tout de suite. On la réassocie après. Ah, oui, on la réassocie. En fait, si vous voulez, cet exemple-là, je l'ai simplifié, mais voilà, c'est une dame qui a une péridurale. Et tout se passe bien. Je suis appelé pour poser une péridurale dans la salle d'à côté, donc je passe dans cette salle pour vérifier si tout va bien. La sage-femme me dit ça y est, on va pousser, tout va bien. Et le temps de poser une péridurale à côté, on vient me chercher en disant vite, il faut faire une césarienne à la dame, donc cette dame-là. Et je suis un peu surpris parce que je viens de la voir 5 minutes avant, tout va bien, il n'y a pas de souci particulier. Et quand je reviens dans la salle, il y a la gynéco qui est là, tout en colère. Elle est vraiment, c'est toujours la même. Elle était très stressée, cette gynéco. Et elle me dit, je voulais faire un forceps, elle ne se laisse pas faire. Il faut qu'on passe en césarienne, il faut sortir ce bébé, etc. Bon, moi, je suis un peu surpris. Je regarde le monito, je vois pas de souffrance fétale. Alors, je demande à la gynéco si elle veut bien m'accorder 2 minutes. Voilà. Donc 2 minutes. Je m'adresse à la dame. Je lui dis, écoutez, on va faire un petit travail ensemble. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors, je lui dis, voilà, je vais vous couper en 2. Et puis, la partie du bas de votre corps, ce sera la sage-femme qui va s'en occuper. Alors, je n'ai pas dit la gynéco, j'ai fait exprès.
et le reste, c'est moi. Et puis, on va fermer les yeux, et puis vous allez vous imaginer ailleurs. Et quand il y aura une contraction, tout de suite, vous fermez les yeux, vous imaginez ailleurs. Et s'il y a quelque chose à faire, s'il faut pousser, c'est moi qui vais vous le dire, parce que la sage-femme va me le dire. Donc, elle ne se concentre que sur ma voix. Et donc, une contraction arrive, hop, vous pouvez fermer les yeux et vous allez ailleurs, etc. Et ça va se passer 9 fois. Elle va pousser 9 fois et puis tout va aller bien. Et quand je vais débriefer, elle va me dire, en fait, à chaque fois, j'attendais en haut d'une piste de ski, et puis quand il fallait pousser, je faisais la descente en ski. Donc elle a fait 9 descentes et elle a accouché. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on n'imagine pas, mais en fait, ça aide tellement les gens qui sont prêts à faire tout ça. Et quand on va redébriefer le lendemain avec elle, je vais lui demander qu'est-ce qui s'est passé, puisque tout allait bien, et puis elle me dit, en fait, quand j'ai entendu dire qu'on allait me faire un forceps, j'ai pensé à ma mère qui avait eu un forceps pour accoucher d'un garçon, et ce garçon est mort pendant le forceps. Et moi, j'allais accoucher d'un garçon, et je ne voulais pas qu'on tue mon bébé, vous voyez. Donc, vous voyez des choses qui ne sont pas débriefées, qui sont là, et qui posent problème, et qui vont modifier le comportement des gens. C'est d'où l'importance de débriefer. Et je pense que c'est important que ce soit nous qui débriefions, c'est-à-dire nous, c'est l'anesthésiste, la sage-femme, le gynéco, parce que dans les accouchements traumatiques, on en parle souvent avec Agnès, c'est pas les psychologues, c'est pas le psychiatre, parce qu'eux, ils savent pas ce qui s'est passé dans la salle, ils savent pas interpréter, vous voyez le sac de sable avec l'autre patiente, etc. C'est parce que nous, on connaît le système qu'on peut aider. Et c'est pas une psychothérapie, hein, c'est simplement un accordage cognitif qu'on fait. Et donc, on réassocie la personne, elle a son bébé, et puis après, on peut débriefer. Oui, une des illustrations de ce que dit Henri, je vais vous parler du début de notre expérience, nous, à Trousseau. Quand on était peu nombreux à être formés à l'hypnose, on s'est investi, puisqu'il y a un département de diagnostic anténatal très, très actif, et donc on s'est investi dans l'accompagnement des patientes qui venaient pour des IMG tardives. Je vais vous partager cette expérience avec vous. Et puis, comme on était de plus en plus nombreux à se former à l'hypnose, on a pu développer aussi l'accompagnement par hypnose dans d'autres moments de la grossesse et dans d'autres contextes. Et en particulier, là, actuellement, on essaie de se centrer sur les suites de couches, puisque le meilleur moment pour prévenir le syndrome post-traumatique et pour débriefer un accouchement qui n'a pas été bien vécu, c'est quand la patiente est encore hospitalisée en suite de couches. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que c'est vraiment un champ qui est un champ de prévention qui est pour lequel l'hypnose peut être vraiment d'une efficacité très importante, à la fois parce que le mode de communication se prête très très bien au débriefing postnatal qu'on fait tout le temps en suite de couches les uns les autres, mais aussi parce que cette dissociation générée par le stress, eh bien, on peut offrir à cette patiente un moment de réassociation physique, corporelle, où elle va se réapproprier son corps qui est quand même peu confortable dans cette période de suite de couches. Et donc voilà, c'est à la fois une communication qui va permettre de débriefer et de ne pas interpréter de manière erronée ce qui s'est passé à l'accouchement, et en même temps un moment de réassociation physique, de bien-être corporel qui est très précieux dans cette période et qui va permettre à la patiente de sortir de la maternité avec un vécu complètement transformé. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes formé ou même à vous investir dans cette période des suites de couches, parce que comme Henri, moi je suis formée depuis moins longtemps qu'Henri, mais c'est vrai que récemment, nombreuses sages-femmes ou gynécos nous envoient en consultation des patientes qui ont des syndromes post-traumatiques et qui ont une anxiété anticipatoire énorme à l'approche de l'accouchement suivant à cause d'un vécu très négatif du précédent. Et comme Henri, je veux dire comme Henri avec le cas clinique qu'il vous a présenté, je veux dire chacun de ces cas cliniques, chacune de ces patientes, c'est à chaque fois un défaut de communication. Et vous l'avez vécu comme nous, j'imagine, c'est rarement des accouchements compliqués médicalement qui vont être à l'origine du syndrome post-traumatique. Parce que finalement, ceux-là, on les repère. Et on a tous à cœur de revoir la patiente en suite de couches, de débriefer avec elle. Donc ce travail
d'accompagnement sur le moment et secondairement, on le fait de plus en plus. Par contre, la patiente qui a eu finalement, en apparence, un accouchement médicalement pas très compliqué, mais où il y a eu un défaut de communication involontaire mais factuel, c'est lui qui va donner lieu à une reconstruction erronée, traumatique, négative, culpabilisante, enfin voilà tout ce que vous connaissez comme moi, et qui va poursuivre cette patiente jusqu'à ce qu'on la voie 2-3 ans après, ou évidemment le premier contact pour essayer de lui offrir un peu d'apaisement et diminuer cette anxiété par anticipation, ça va être le débriefing de l'accouchement précédent. Et on va se rendre compte que c'était un accouchement tout à fait banal, sans gravité, sans complications médicales particulières, mais où il y a un défaut de communication qui va être à l'origine du syndrome post-traumatique. Moi, c'est vraiment une des choses qui m'aura le plus frappée depuis que j'exerce un peu j'utilise l'hypnose pour accompagner ces femmes à l'accouchement suivant. C'est effectivement, ce ne sont quasiment jamais des accouchements compliqués. Mais par contre, c'est des accouchements où effectivement il y a eu un défaut de communication au mauvais moment, sans rattrapage, parce qu'on a le droit d'être pris dans l'urgence, on a le droit, malheureusement, on le sait tous, d'être un peu dépassé par cette suractivité de nos centres, où le ratio soignant-patiente n'est pas celui qu'on souhaiterait. Mais par contre, on peut toujours rattraper ça en suite de couche. Voilà, c'était un peu ça. Et donc, ça passe par, d'une part, un débriefing et une réassociation par une séance d'hypnose qui va permettre de réassocier un corps dissocié par le stress. Donc, moi, je vais vous donner une illustration. Vous voyez, moi, je me suis formée il y a bien moins longtemps que Henri. Enfin, Henri fait partie des gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'apportent toujours et qui m'ont formée. Et puis, quand je suis revenue avec mon petit bagage à trousseau, un des premiers contextes dans lequel on a eu envie de s'investir, les quelques-uns d'entre nous formés, a été l'accompagnement des patientes qui venaient pour des IMG tardives, puisque le cadre légal de l'IMG tardive que vous connaissez comme moi conditionne énormément le vécu et participe du stress majeur que représente une IMG tardive avec ce temps du féticide imposé par le cadre légal. Donc, on a proposé, par les consultations diagnostiques anténatales, par les consultations d'anesthésie, ou même le jour J, le jour où une patiente venait pour un déclenchement dans un contexte d'IMG tardive, souvent au 3e trimestre, un accompagnement de ce temps du féticide par hypnose conversationnelle. Vous voyez ces deux diapos qui sont pas d'une grande qualité photographique, elles vous symbolisent bien un peu ce sentiment qu'on a eu, nous, de devoir quand même offrir un accompagnement différent à ces patientes. Ces patientes, alors les locaux dans lesquels avaient lieu ces IMG étaient une salle qui était assez exiguë. Vous voyez ce champ qui séparait la patiente de l'équipe gynéco-obstétricale. Vous imaginez la solitude de ces femmes de l'autre côté du champ. Cette solitude douloureuse était aussi partagée finalement par l'équipe soignante, parce que le fait d'avoir à se concentrer sur le geste technique tout en percevant l'anxiété de la patiente de l'autre côté du champ était on ne peut plus douloureux aussi pour l'équipe soignante. Et donc une atmosphère absolument dramatique, enfin je veux dire vraiment extrêmement lourde, pleine de tension. Et donc on s'est dit que l'hypnose pourrait certainement apaiser un petit peu et de chaque côté du champ. Et donc là vous voyez ma collègue Magali Farrugia qui accompagne une patiente. Et un des premiers bénéfices secondaires de l'accompagnement par hypnose a été le retour des conjoints, qui, dans ce contexte de tension et d'inconfort partagé et de solitude douloureuse de chaque côté du champ, eh bien finalement, nous, quand on a décidé de proposer cet accompagnement, les conjoints n'étaient pas présents. Donc les femmes étaient vraiment seules de l'autre côté du champ à un moment particulièrement extrême et difficile. Et puis, bien évidemment, dans ce contexte extrêmement sensible,
on a proposé aux patientes qui l'acceptaient, et finalement elles l'ont toutes accepté, de les revoir le lendemain pour recueillir leurs ressentis, leurs témoignages, qui nous aident aussi éventuellement à rectifier certains aspects de la prise en charge, en tout cas, et de l'améliorer en se basant sur leurs témoignages. Donc voilà, donc on proposait aux patientes un accompagnement par hypnose, le plus souvent en consultation. Et au début de notre expérience, ce que je vais vous expliquer, parce que c'est probablement ce que vous aussi, c'est pour vous donner envie de ne pas hésiter, d'oser y aller, en dépit de ce contexte extrêmement sensible et un peu radical, vous voyez, de l'IMG tardive, eh bien, le fait de simplement faire confiance aux patientes qui, dans cet état de transe négative que représente la situation, finalement, en retrouvant du bien-être et en leur offrant une possibilité de se réassocier et de retrouver un peu d'apaisement et de sécurité qu'elles avaient complètement perdu depuis le début du diagnostic jusqu'au déclenchement, eh bien, ces patientes, finalement, c'est ça l'expérience. Notre expérience, c'est ça, c'est qu'elles font, une fois qu'elles ont retrouvé un peu d'apaisement et de sécurité, elles font exactement ce dont elles ont besoin, sans beaucoup de suggestions. En fait, notre rôle, il est là. Leur offrir un accompagnement, une bienveillance, évidemment, qui est liée à cette communication permise par l'hypnose conversationnelle, et leur laisser la possibilité de faire ce qu'elles instinctivement, ce qui est bon pour elles à ce moment-là. Au départ, on marchait un peu sur des œufs à cause de ce contexte, et donc on s'est quand même mis un cadre qui était le cadre de la recherche d'un lieu de sécurité. Et c'est un cadre finalement qui nous rassurait aussi nous-mêmes dans notre expérience récente. Et donc, on proposait aux patientes, vous voyez, la recherche d'un bien-être corporel par la respiration, par l'hypnose. Et puis, une fois que le confort était présent et que la détente était là, eh bien, le choix d'un lieu apaisant, imaginaire ou réel, dont on entretenait par des suggestions sensorielles la projection de la patiente. Voilà. Et on les revoyait systématiquement le lendemain. Et puis vous allez voir qu'on a évolué dans notre pratique et qu'on a été, finalement, les suggestions sont de moins en moins présentes, et on s'est rendu compte par la richesse des témoignages des patientes, je vais en partager 2-3 avec vous, par la richesse des témoignages, eh bien, on a compris que finalement c'était extrêmement positif, que c'était adapté, et que les patientes n'avaient pas besoin de suggestions, elles avaient juste besoin de retrouver de la sécurité, de l'apaisement, et après, elles faisaient exactement ce dont elles avaient besoin. Donc ça, c'est ma première expérience d'hypnose dans le contexte d'une IMG que je partage avec vous. C'était une patiente que j'ai vue en consultation, et c'était une situation peu banale, dans la mesure où c'était sa 3e expérience d'IMG. Vous imaginez, donc, une patiente qui est arrivée dans un état de souffrance difficilement imaginable, puisqu'elle avait déjà vécu 2 IMG tardives. C'était la récidive d'une pathologie vasculaire placentaire qui ne permettait pas d'espérer la naissance d'un enfant à un terme de viabilité. Elle était d'origine hindoue, cette dame, et donc la recherche d'un lieu de sécurité, d'un lieu automatiquement associé à de la paix, de la sécurité, du bien-être, était un lieu de son enfance. Donc, l'hypnose conversationnelle est partie sur l'entretien et la suggestion d'éléments sensoriels liés à ce lieu. Et donc, le lendemain, lorsque je l'ai revue, et que, avec un questionnaire, je vous montrerai, dans ce questionnaire, dans ce cadre, toujours ce cadre qui depuis a disparu, mais dans ce cadre initial, il y avait un questionnaire un petit peu semi-directif, et le recueil aussi des EVA, anxiété et douleur, que l'on a demandé aux patientes, en tout cas aux premières patientes que l'on a accompagnées. Et cette patiente, vous voyez, en comparaison de ce qu'elle avait vécu lors de ses 2 premières IMG tardives, a confirmé que c'était une expérience plus positive que les précédentes, a même été jusqu'à dire que son accouchement lui laisserait plutôt un bon souvenir comparativement aux 2 premiers, et que
elle s'était sentie protégée par la distance dans laquelle elle s'était mise, tout en ne perdant jamais le contact avec ce qui se passait et ce qu'elle vivait. Donc elle savait où elle était, elle savait ce qui se passait, elle a perçu la ponction de sang fœtal sous péridurale, mais elle était contente de ressentir un moment de paix simultané de ce moment qu'elle redoutait tant. Et c'était un des premiers témoignages d'une patiente qui nous a dit avoir partagé ce moment de bien-être avec l'enfant qu'elle était en train de quitter. Donc, un autre témoignage, donc vous voyez à la fois un moment de bien-être, la création d'un lieu, d'un moment de bien-être partagé, donc un moment de vie partagé avec son enfant, le conjoint convoqué dans le lieu de sécurité, toutes choses qui n'avaient pas été suggérées. Les seules suggestions qui étaient faites dans notre petit cadre, c'était celles liées au lieu qu'elle nous avait décrit par anticipation. Et là, c'est un autre témoignage d'une jeune femme qui avait dû prendre cette décision d'IMG pour des anomalies cérébrales sévères. On était à 32 semaines. Et donc, dans le choix du lieu de sécurité, elle avait choisi un lieu qui était un lieu d'enfance commun avec son conjoint, qui était en fait le sud-ouest, où ils avaient tous les deux grandi. Ils avaient des lieux d'enfance communs. Et donc, c'était un champ de tournesol. Voilà, elle m'avait dit, je serais heureuse de me projeter dans un champ de tournesol. Ça correspond à des lieux qui sont pour moi vraiment associés à du bien-être et de l'apaisement. Donc, on a construit l'hypnose conversationnelle autour de tous les éléments visuels, vous voyez, sensoriels de ce champ de tournesol. Et le lendemain, eh bien, elle nous a confié que pendant cette hypnose et pendant cette projection dans ce lieu, elle n'a jamais perdu le contact avec le moment du féticide qu'elle savait vivre à ce moment-là, mais elle a profité de cette projection pour se faire accompagner par son mari, par leur petite fille donc qu'elle attendait, et elle a même convoqué les grands-parents, puisque c'était des lieux d'enfance qui étaient les lieux des grands-parents, et spontanément, eh bien, elle a confié son bébé aux grands-parents qu'elle a convoqués, voilà, de manière virtuelle dans ce cadre du champ de tournesol. Et là aussi, elle, comme la plupart des patientes, a témoigné du bien-être ressenti et partagé avec sa petite fille. Voilà. Et donc, l'ensemble des témoignages, donc ce recueil de témoignages qu'on a fait systématiquement sur environ les 60 premières patientes qu'on a accompagnées à la maternité, il y avait vraiment quelque chose de partagé par toutes, qui était que l'hypnose, l'accompagnement par hypnose au moment de la ponction et du féticide, leur avait permis de se mettre à distance, de se mettre un tout petit peu en retrait, puisqu'elles avaient pu mettre, voilà, et de voir les choses sous une autre perspective, qui était la perspective du bien-être, d'un moment de paix partagé avec leur conjoint, voire avec le bébé, et de la création d'un moment de vie, d'une relation construite avec leur enfant, et la possibilité de se remémorer ce moment après coup. Et ça, spontanément. Autant, il est vrai que dans cette première phase de notre pratique, on avait construit le cadre autour de cette projection dans un lieu de sécurité choisi par elle et qu'elle partageait avec nous au préalable. Autant ce qu'elle faisait pendant ce temps vous voyez, de dissociation et de projection dans ce lieu de sécurité leur appartenait, nous ne suggérions rien. Et force est de constater que dans leurs témoignages, la plupart d'entre elles se faisaient accompagner de leur conjoint, voire de leur enfant, un moment qu'elles partageaient avec leur enfant, voire même d'ancêtres qu'elles convoquaient de manière virtuelle dans ce lieu pour créer finalement, vous voyez, une chaîne humaine qui humanisait complètement la situation par rapport à ce qu'elle était au préalable.
Et ça, c'est elles qui nous l'ont appris, transmis et dont elles ont témoigné. Donc les mots d'apaisement, vous voyez, là, vous aurez les diapositives. Donc je vous l'ai dit, ce lieu de sécurité est transformé en lieu de vie. Et je vais passer là, je reviendrai là. Et ça, dans l'entretien postnatal, puisque les psychologues de la maternité nous ont accompagnés, on avait à cœur d'avoir leur témoignage, puisqu'elles revoient dans le cadre du diagnostic anténatal les patientes 7 jours plus tard. Eh bien, elles ont confirmé une différence par rapport à la période précédente, et elles ont confirmé l'importance et l'aspect très positif de ce moment de vie créé spontanément par les patientes, qu'elles peuvent se remémorer sans traumatisme, que ces liens tissés, ce moment de vie créé avec l'enfant qu'elles sont sur le point de quitter, eh bien c'est déjà une sépulture psychique avant la sépulture réelle qui leur est permise par la loi, et qui permet, je veux dire, à ce moment de vie qu'elles peuvent se remémorer, de restituer ce bébé dans la communauté humaine, puisqu'elles peuvent plus facilement accepter le deuil de cet enfant dès lors qu'un moment de vie, même virtuel, a pu être vécu, et qu'on peut se remémorer de manière beaucoup plus apaisée. Donc je reviens en arrière. Donc bien évidemment, on avait, je veux dire, dans notre prudence, et on a été très rapidement rassurés par les témoignages, l'apaisement n'était pas que du côté des patientes, et donc le témoignage des équipes, sages-femmes, obstétriciens, infirmières, donc tous les acteurs de la prise en charge, tous les acteurs de l'IMG ont témoigné également de leur côté d'un apaisement augmenté, d'une solitude. Le fait que la patiente ne soit plus dans une telle solitude, vous voyez, au moment de la prise en charge, eh bien toute l'équipe, c'est un apaisement qui est partagé, exactement comme l'exemple raconté par Henri tout à l'heure. Eh bien le fait que quelqu'un accompagne la patiente, ça permet au reste de l'équipe de travailler de manière beaucoup plus apaisée, sereine, sans être dans une tension tout à fait naturelle, comme précédemment lorsque la patiente était un peu seule, un peu beaucoup, de l'autre côté du champ pendant l'intervention. Alors on a un petit peu évalué aussi, on a voulu un peu, vous voyez comme on fait souvent, au départ notre projet était d'évaluer un petit peu l'apport de l'hypnose sous la forme du recueil des EVA anxiété. Très rapidement, l'aspect humain l'a totalement emporté, mais il n'était pas prévu au départ. Donc on voulait à la fois évaluer l'apport aux patientes, je veux dire l'apport que représentait cet accompagnement aux patientes, et puis on avait cette recherche un petit peu naïve, je dirais, de l'objectiver grâce aux EVA douleur et EVA anxiété qui sont parfaitement validés dans le cadre des soins et dans le cadre de la prise en charge des patientes. Donc voilà, vous voyez sur les 16 premières patientes, vous voyez les EVA anxiété. C'était juste, je pense que les chiffres n'ont vraiment pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est que ils sont le reflet du vécu des patientes. Vous voyez que dans cette... vous voyez le niveau de VA anxiété dans une échelle de 0 à 100, à l'admission à la maternité, soit le matin, soit la veille, en fonction des protocoles, eh bien, à l'admission à la maternité, les patients sont dans des niveaux d'anxiété déjà très élevés. Ce niveau d'anxiété se majore de manière significative à l'arrivée en salle de naissance pour le déclenchement. Vous voyez, on passe de 60, qui est déjà énorme, à 80, 90. Et puis, la péridurale s'installe, l'accompagnement par hypnose intervient, et au moment du féticide, eh bien, les patientes témoignent d'un niveau de VA anxiété, vous voyez, qui est très abaissé à la suite de l'accompagnement par hypnose, vous voyez, abaissé aux alentours de 30. Ce qui, même sur une petite série de 16, est très significatif. Et puis, ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que notre accompagnement, il est surtout pendant le temps de la ponction et du féticide,
Bien évidemment, on revient régulièrement, autant qu'on le peut, voir la patiente en fonction de notre activité médicale dans la journée. Et il arrive régulièrement que les patientes refassent finalement ces exercices qu'elles ont expérimentés et qu'elles répètent l'expérience par elles-mêmes jusqu'à l'accouchement. Et du coup, ce qui est intéressant, comme vous le voyez là, c'est que finalement, alors qu'elles ne sont plus accompagnées par l'un de nous, eh bien, le niveau d'anxiété, le bénéfice qu'elles ont reçu de cet accompagnement au moment du féticide, eh bien, va se prolonger. Et donc, elles vont en garder le bénéfice jusqu'à l'accouchement lui-même, puisque le niveau d'anxiété au moment de l'accouchement, s'il est un petit peu supérieur à ce qu'il était au moment du féticide, reste très inférieur à ce qu'il était à l'admission et au moment de l'arrivée en salle de naissance. Là, vous voyez les EVA anxiété sur l'ensemble. Donc ça, c'est typique de ce qui nous est arrivé dans notre expérience. C'est-à-dire qu'au départ, comme nous étions peu nombreux formés, on est parti du principe qu'un certain nombre de patientes ne pourraient pas bénéficier d'un accompagnement par hypnose et qu'on aurait un groupe témoin et que ça nous permettrait de comparer. En fait, l'apport a été tellement évident pour tous les membres de l'équipe que finalement, il y a un WhatsApp qui s'est monté parmi les quelques personnes qui étaient formées à l'hypnose pour essayer de libérer quelqu'un, de faire des chaises musicales dans le planning pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour accompagner une patiente qui était déclenchée dans le cadre d'une IMG tardive. Donc, en dépit, vous voyez, d'effectifs complètement différents et très, très, très déséquilibrés du fait de cet investissement et de cette organisation pour permettre au plus grand nombre d'être accompagnés, on a pu comparer quand même le petit groupe témoin qui a quand même existé pendant cette période avec le groupe des patientes accompagnées par hypnose, et vous voyez que quand on compare l'anxiété qui est comparable au départ, et puis au moment du féticide, une anxiété considérablement diminuée par l'hypnose conversationnelle comparativement aux patientes qui n'étaient pas accompagnées, mais pour lesquelles on avait tenu à ce qu'il y ait une présence bienveillante auprès de la patiente, pour que la seule différence soit l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que ce n'était pas comme avant. Vous voyez dans la diapo où les patientes étaient seules complètement de l'autre côté du champ, et bien là, il y avait une présence bienveillante de quelqu'un de l'équipe auprès des patientes, mais qui ne pratiquait pas, qui ne faisait pas d'hypnose conversationnelle. Et là aussi, jusqu'à l'accouchement, la différence était importante. Oui. Ça, cette diapo a quelque chose d'intéressant parce qu'elle montre l'intrication entre anxiété et douleur. Toutes ces patientes, dans vos centres comme dans le nôtre, ont des déclenchements sous péridurale. Donc elles ont toutes une péridurale parfaitement testée, optimale, au moment de la ponction. Et donc, en dépit de péridurale standardisée, efficace, testée et comparable, eh bien l'anxiété va générer une sensation douloureuse au moment de la ponction chez les patientes qui ne sont pas accompagnées par hypnose. Donc vous voyez, en dépit d'une analgésie optimale, eh bien elles décrivent des EVA douleurs qui sont significativement plus importantes. Et donc là, je vais rapidement terminer en vous disant qu'effectivement, dans notre expérience, quand on a vu le retour positif à travers les témoignages des patientes, et quand on a vu qu'effectivement, en dépit de nos suggestions initiales, les patientes, une fois qu'elles étaient en situation de sécurité et de bien-être corporel, de réassociation corporelle et de bien-être corporel par par l'accompagnement par hypnose, eh bien ces patientes, très régulièrement, on a eu plusieurs patientes qui nous ont fait changer nos pratiques, c'est-à-dire qui nous ont dit « oui, effectivement, je suis partie, comme je vous l'avais dit, à tel endroit, et puis finalement, en cours de route, eh bien, j'ai complètement changé, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. » Et donc, voyez, je vous donne quelques exemples d'une patiente qui est passée du jardin japonais à la maison de ses grands-parents, et puis après, elle a convoqué son chat parce que ça lui faisait du bien. Une autre patiente qui avait dit qu'elle serait heureuse de se projeter dans un paysage de montagne et qui finalement a dit finalement
vous m'avez parlé de bulles d'oxygène. Et bien finalement, j'ai construit 3 bulles. Et je me suis mise dans une bulle, mon mari dans une autre, et puis le bébé dans la 3e. Et on a survolé plein de paysages que j'aime. Un peu la montagne, une plage que je connais bien, un jardin à la campagne. Et puis à un moment donné, la 3e bulle est partie sur un nuage. Voilà. Donc c'est que des témoignages comme cela que l'on a reçus des patientes et qui nous ont fait dire, les patientes, une fois sécurisées et apaisées, les patientes font exactement, on peut totalement faire confiance à leurs ressources infinies, à leur capacité à se faire du bien exactement comme elles en ont besoin. Donc les suggestions sont finalement minimalistes aujourd'hui dans notre pratique, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très rassurant, parce que si cette liberté retrouvée qui est donnée aux patientes fait que nos craintes initiales de ne pas nuire, de ne pas faire d'erreur dans ce contexte si sensible des IMG tardives, eh bien, étaient superflues. Il suffit d'accompagner les patientes, de les mettre dans un contexte de sécurité et d'apaisement optimal, et vous les laissez faire. Elles font exactement ce dont elles ont besoin, et on n'a aucune crainte la crainte de nuire a totalement disparu dans ce contexte. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai résumé là. Je me souviens de cette patiente qui avait été, je crois que ma patiente de transition, parce qu'elle m'avait dit que son lieu de sécurité idéal, c'était sa chambre. Donc et en fait, elle m'a dit, mais en fait, finalement, ma chambre, j'y suis pas restée, parce qu'à un moment donné, derrière la vitre de ma chambre, j'avais placé des arbres. Et tout d'un coup, ces arbres m'ont fait penser aux sous-bois et à l'odeur des sous-bois que j'adorais dans mon enfance. Et donc, finalement, sous ma couette, j'y suis restée très peu. Je suis partie dans les sous-bois et j'y ai passé à peu près toute l'expérience s'est passée dans un cadre plutôt naturel et non pas dans le cadre fermé de sa chambre. Et donc, c'est là où je me suis dit qu'il fallait surtout, finalement, se passer de ce cadre initial qui devait nous rassurer plus, probablement nous, débutants prudents. Et donc maintenant, voilà, donc n'hésitez pas, osez, parce que je pense que si vous travaillez dans un service où il y a du diagnostic anténatal, c'est vraiment un outil extrêmement précieux, et les retours justifient de continuer et de ne pas hésiter. Surtout, n'hésitez pas. C'est un cadre, c'est sûr que c'est un contexte très particulier. Mais depuis, on a développé ça. Il y a des sages-femmes qui se forment, d'autres anesthésistes, des IAD. Et donc maintenant, en fait, il y a un accompagnement par hypnose, volontiers au bloc opératoire, bien sûr, au diagnostic anténatal, en préparation, l'accompagnement des patientes qui témoignent d'un vécu traumatique, d'un accouchement précédent. Et puis on essaye de faire de la prévention ensuite de couches. Voilà. Très bien. Si vous avez des questions. Merci pour votre présentation. J'avais une question. Le fait de faire de l'hypnose au moment du féticide, vous préparez la patiente à ce qu'elle ait accès à ça avant. En fait, dans le cas des IMG tardives, on est souvent un petit peu dans la semi-urgence. C'est-à-dire que ce sont souvent des patientes, et ça participe de leur parcours terrible, c'est qu'elles sont souvent transférées d'un autre centre. Donc, vous voyez, pour la confirmation du diagnostic, puis après, il y a des consultations pronostiques, puis après, il y a la décision et l'organisation du déclenchement. Donc, tout ça se fait un peu dans une semi-urgence. Et donc, je veux dire, c'est vraiment un peu le parcours de soins qui va décider du moment de la première rencontre. Elles peuvent être tout à fait vues en consultation d'anesthésie, en général 2-3 jours avant. Ça peut être quelqu'un formé à l'hypnose ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe du diagnostic anténatal leur en parle, en leur disant il y a un accompagnement et les anesthésistes viendront vous voir le jour du déclenchement. Voilà.
Donc c'est très variable, ça peut être en consultation. Elles ont une information par l'équipe du diagnostic anténatal, mais après la rencontre se fait soit en consultation au hasard des plannings, soit le jour du déclenchement. Mais elles sont dans une telle transe négative que vous connaissez comme moi, que finalement elles ont une réceptivité, et leur fait de leur proposer une expérience apaisante, c'est quelque chose qu'elles et donc finalement le lien se fait très vite. Et puis la pose de la péridurale est un moment aussi, puisque ça précède. Et donc souvent on essaye de poser la péridurale nous-mêmes en faisant des exercices un petit peu, vous voyez, et en créant l'alliance avec la patiente à ce moment-là. Ça se fait très très bien. Ça se fait d'autant plus vite qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on fait autrement. Et les parturientes acceptent ça. Parce qu'il y a un tel besoin d'autre chose et que finalement elles adhèrent tout de suite. Et plus on simplifie, c'est tout le travail d'Agnès maintenant, et plus c'est intéressant et plus c'est efficace. Et c'est surprenant, mais pas tout à fait, parce qu'elles sont déjà en hypnose. Et nous, on doit transformer cette transe qui était négative, qui n'était pas agréable, en quelque chose de beaucoup plus agréable, mais c'est à elles de faire le travail, en fait. Vraiment une toute dernière question très vite, parce que la salle est réclamée à corps et à cri. Ah oui. Non, c'était juste une question. Merci pour votre intervention, c'est extrêmement riche et très très intéressant. Moi, je m'intéressais, j'ai une petite expérience de pleine conscience et je m'interroge, ça m'a fait penser à l'appel de la personne, de l'image compassionnelle, de la personne compassionnelle. Est-ce que ces femmes qui sont dans une profonde tristesse, des choses très... Elles ne vont pas chercher cette image compassionnelle, voilà. Quelle similitude vous y verriez entre la personne de bienveillance, je ne sais pas si vous connaissez, je trouve que c'est très similaire. Pour faire de la préparation à l'accouchement en pleine conscience, je dirais qu'en fait, il ne faut pas s'occuper de ce que nous on pense, de cette tristesse aussi. Si on offre la possibilité d'avoir un moment de vie et non pas un moment de tristesse, eh ben, on aura des résultats bien meilleurs. Et la preuve, c'est tous les témoignages que Agnès a. Vous voyez ? Donc c'est difficile de sortir nous-mêmes déjà de nos schémas de pensée et tout ça. Hein. Mais en fait, non. Il faut permettre à la personne autre chose. C'est ça. Et comme dit Agnès, moi je dis toujours oser, 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 et c'est le seul moyen. Voilà, on vous remercie, mais on est vraiment obligé d'arrêter brutalement.